Bienvenue dans ce Shinobi no Atan Legend épisode spécial numéro 4. Il a été un petit peu lent à sortir parce qu'à la base, ça aurait dû être un épisode sur Kyoshirei, pour un petit peu m'auto-spoiler. Suite à des, on va dire, des gros soucis techniques, un enregistrement complet est parti un peu à la poubelle. Enfin, ou plutôt n'a pas été enregistré. Donc cet épisode-là sortira, mais un peu plus tard. Donc voilà, c'est une promesse faite. Il y aura un épisode spécial sur Kyoshirei qui sortira peut-être un peu plus tard du coup, mais qui sortira. Là j'ai décidé de vous parler d'un personnage dont j'avais déjà fait un petit épisode, mais dont plusieurs personnes sont venues me voir pour râler un petit peu parce qu'ils auraient voulu en savoir plus sur ce personnage. Je parlais de sa popularité et je vois que c'était à juste titre. Donc ben voilà, en exclusivité pour vous, peuple de SNH, le Rokuden Mokage Myokudo On. Ah, c'est à moi là? Oui. Ah, ok, ouais, bref. Effectivement, j'aurais pas eu le temps de me faire un thé pendant la. Vas-y. Bon, alors pour commencer, On, si tu pouvais nous parler un petit peu de ce qui t'a inspiré dans la création de ton personnage, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu marquer ou est-ce que c'est venu d'une part personnelle de toi? Raconte-nous un petit peu comment s'est passée la création de On. Alors, ouais, c'était carrément un truc complètement personnel en fait. Si tu veux, sur le moment, j'avais envie de me remettre au RP. Ça faisait peut-être 5 ans que j'en avais pas fait. Et puis, bon, l'univers Naruto, c'était un truc qui me bottait déjà à la base parce que c'était le seul forum RP que j'avais fait avant, c'était déjà ça. Et puis, sur le moment, j'étais dans un trip musique, donc j'avais envie de faire un perso musicien. Je suis arrivé sur ce forum qui avait l'air bien construit et j'ai vu la liste des pouvoirs spéciaux qui avait l'air d'être le truc qui caractérise le perso à la base. J'ai vu un pouvoir qui est sur le son, je me suis dit, bah, parfait, je vais faire un personnage axé là-dessus. Et puis voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que le personnage à la base, il vient d'un village un peu paumé du pays du riz, donc Tanokuni. Et puis si tu veux, à l'époque quand j'ai débarqué sur le forum, j'ai voulu que mon personnage soit un petit peu en phase avec moi, dans le sens où il connaissait pas du tout l'univers dans lequel il allait mettre les pieds, c'est-à-dire l'univers des shinobi. Donc en parallèle, moi je connaissais pas le forum, donc du coup je l'ai fait un peu en mode, il a été élevé dans une famille vraiment à l'écart, donc il avait un don héréditaire pour le son, mais il s'en servait que pour des trucs qui servent à rien, genre des célébrations, des petites fêtes traditionnelles, etc. Sauf que du coup, Onpu, au moment où il en a marre, il se barre, il décide de voyager tout seul en tant que musicien itinérant et luthier parce qu'il est un peu débrouillard, il bricole et il sait faire des violons, des shamisen et des trucs comme ça. Sauf qu'il se rend compte que ça va être difficile de gagner sa vie comme ça, et donc il se réoriente vers le seul truc qui marche vraiment sur ce continent pour faire des sous, c'est-à-dire devenir shinobi. Et donc il va dans le village le plus proche qui s'appelle Konoha, et voilà, ça commence comme ça. Et peux-tu nous parler plus ou moins de ton personnage quand il était genin, un peu de son instruction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a plus ou moins appris tout ce qu'il sait? Est-ce qu'il n'a pas eu de maître particulier en mission de l'académie? Est-ce que ton personnage était naturellement doué en tant que shinobi, ou est-ce qu'au contraire il avait des lacunes assez conséquentes? Alors non, il n'a pas vraiment eu de sensei fixe. Il en a eu quelques-uns. Donc le premier, c'était un personnage qui était assez antipathique, qui s'appelait Hayashi Eiko, mais il n'est pas resté son sensei très longtemps. Déjà parce qu'il s'entendait pas du tout, et puis que le personnage a disparu du paysage après. Donc Onpu à la base, il était pas super doué en tout. Il était super doué en sensorialité. Il avait développé des techniques d'écoute, en fait, des techniques d'audition assez poussées, et donc c'était ce qui lui permettait de se sortir du pétrin dans la plupart des situations. Mais à part ça, en ninjutsu et en taijutsu, c'était pas une flèche, et il avait un peu des problèmes. Il avait pas une réserve de chakra super grande en fait, donc c'était un peu handicapant pour lui. Et puis il a eu plusieurs phases de progression. Je dirais que si on veut rester vraiment dans la partie genin, il s'est un peu spécialisé dans le ninjutsu élémentaire, donc il avait appris quelques techniques. Enfin, au début, il avait juste le Raiton, donc toutes ses techniques offensives étaient basées là-dessus à la base. Dès qu'il voulait attaquer quelqu'un, il lui envoyait un Raiton dans la tronche, et puis c'était réglé, ou pas. Et si c'était pas réglé, il s'enfuyait en courant. Mais sinon, il y avait plus un rôle de soutien. Déjà à la base, il y avait plutôt un rôle de soutien qui est de repérer l'ennemi et compagnie. Donc en termes de sensei, sensorialité, je t'en prie. non, je sais plus, j'allais dire en termes de sensei, voilà, il en a pas eu beaucoup. Il a eu Sugato assez tôt,
Je sais plus s'il était déjà Chunin ou pas à l'époque, mais en tout cas voilà, son premier vrai sensei qui a duré, c'était Sugato, alias le quatrième Hokage. Ouais, le Yondan Hokage, un très grand Hokage. Hein. Je pense qu'on pourrait en parler énormément de lui. Ah ouais, il était là pour en parler. Tu parlais de la sensorialité de Hunpu, même beaucoup plus tard, on se rendra compte que c'est vraiment son gros point fort. Hein. C'est le maître incontesté de la sensorialité, ça c'est indiscutable. Je pense que tout le monde est un peu unanime sur ça. Oui, bah si on veut. Ensuite, oui, plus ou moins. Hein. Bon, faut arrêter de faire le modeste. Disons qu'il est très, tu sais, la sensorialité, ça se décline en plusieurs trucs. Il y a plusieurs sens, l'odorat, le thermique, etc. Lui, il est vraiment que axé son. Donc, il s'était un petit peu spécialisé dans la détection de chakras aussi et tout. Mais c'est, voilà quoi. Je pense pas qu'on peut vraiment dire qui est un maître en sensorialité quelque part, parce que c'est trop. Enfin, ça fait intervenir trop de choses pour être un vrai maître en senso. Mais disons que voilà, il s'est focalisé là-dessus. Il en a fait son arme principale quoi. La senso, c'est son truc à la base. Ensuite, peux-tu nous parler plus ou moins du parcours de ton personnage en tant que Chunin, ou est-ce qu'il va accomplir quand même un bon petit paquet de choses? Alors, ouais, donc bah voilà, déjà la première chose c'est qu'il a été l'élève de Sugato pendant assez longtemps. Donc ses compagnons, c'était dans l'équipe il y avait en particulier un gars qui s'appelait Yamanaka Eiji. Donc ils n'ont pas eu trop l'occasion de sympathiser à l'époque, mais ils se retrouveront plus tard dans une unité spéciale très secrète et très underground qui s'appelle la Racine. Donc voilà, juste pour le préciser. Ce qui s'est passé... Peut-être un tout petit mot pour nous dire, est-ce que le passage de Genin à Chunin a été très simple, a été très rapide pour On, ou est-ce qu'au contraire ça lui a pris un petit peu de temps? Non, peut-être un petit mot ça lui a pas pris de temps, ça s'est fait en un claquement de doigts. Si tu veux, quand il était Genin, il était déjà plus ou moins vieux, donc il avait 20 piges ou un truc comme ça, peut-être 22, je sais plus. Et donc bah je sais pas, bon pour des raisons HRP, mon personnage a évolué assez vite en termes d'influx et compagnie. Et donc dans ce cas-là, je pense que si ton personnage avait 20 ans quand il est devenu Genin, je pense que tu as un petit problème de calcul dans l'âge de ton personnage parce qu'il ne peut pas avoir 25 ans. Ah bah peut-être qu'il en a 29, j'en sais rien. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Plus 29 parce que moi quand je me suis inscrit, mon personnage avait 16 ans. Maintenant il en a 21, ça fait 1 an et demi que je suis là, t'es là depuis 2 ans avant moi. Effectivement, bien vu, mon personnage va plus avoir la trentaine que la 25e. Ok, et donc ouais, donc quand il était Chunin, sinon ce qui s'est passé, c'est un gros truc, c'est un peu secoué sa petite existence paisible de Chunin. C'est il y a un trio de shinobi Sunnajin. Bon, ils disaient pas qu'ils étaient Sunnajin à l'époque, mais qui s'appelaient les messagers du Ryu, je me souviens plus exactement comment ça se prononce, mais bref, en tout cas ils ont fait sauter le temps. Ils ont fait sauter le temps. Et ça a un peu traumatisé Hunpu. Et donc du coup il s'est juré, sur le moment plus tard il se jurera de le reconstruire, et d'ailleurs il le fera, mais ça sera plus tard. Peut-on peut-être voir une part de sensibilité dans la personne de Hunpu? Tu nous parles de quelque chose qui a pu quand même le traumatiser. Nous parlerons peut-être d'un détail plus tard qui montrera qu'il a plus de sensibilité. Est-ce que tu penses que c'est un point qu'on pourrait voir dans Hunpu? Dans sa mentalité. Ouais, bah oui, clairement, je dirais même qu'il est un peu hypersensible. Enfin, contrairement à la plupart des shinobi qui sont en mode tuer pour rester en vie, machin. Lui, à la base, je pense qu'on peut dire que c'est un peu un hippie. Hein. Il est un peu sur son petit nuage. C'est pour ça qu'il était pas censé être Hokage à la base, vraiment pas. C'était pas du tout son délire. Et enfin, d'ailleurs, ça se verra pendant son mandat. Je sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais en gros, il était assez peace and love. Il laissait un peu n'importe qui passer les portes des remparts. C'est vrai qu'avec lui, c'était un peu une seconde chance. Hein. N'importe quel nu Kenin débarquant chez lui avait à peu près, du moment qu'il n'ait pas commis des actes trop monstrueux non plus. Hein. Par exemple, les météoras ne seraient jamais rentrés. Oui, voilà. Mais si c'était des crimes mineurs, il avait tendance à laisser passer. C'est ça, c'était l'idée. Donc pour revenir sur le délire de Chunin, ouais, donc après cet attentat-là,
peu après cet attentat-là, il a rencontré l'un des malfaiteurs, l'un des terroristes en fait, Sunajin, en prison, et c'est à ce moment-là qu'il est tombé sur Samidare Teichiro qui était de passage dans le coin. Et donc à ce moment-là, il a commencé un peu à échanger avec Teichiro, il a rattrapé juste au moment où il partait du village. Teichiro lui a un peu parlé de l'Antei, donc c'était une organisation pacifiste qui était en vogue à l'époque, et il s'est plus ou moins fait enrôler par l'Antei, mais c'est-à-dire il a dit à Teichiro qu'il adhérait à ses idées. Donc du coup Teichiro lui a dit ok c'est cool, je te recontacterai. Et en pratique il a jamais vraiment recontacté après. Donc c'était un peu la grosse déception. C'est quelque chose dont peu de personnes sont au courant, hein, qu'au final Hunpoo n'a pas, ça casse un peu son image qu'on aurait pu voir, hein, parce qu'il a quand même sympathisé avec des Nukenin et pas n'importe lesquels quoi. Ouais, mais sur le moment, enfin, ça justement, c'est un aspect de la personnalité du personnage, c'est qu'il est assez influençable et on lui raconte un peu des histoires avec des histoires de pacifisme, machin. Il est d'accord, quoi. C'est son truc. C'est surtout que c'était un criminel, Hunpoo, c'est un criminel, c'est comme tous les politiques. Ouais, surtout lui, ouais. Enfin bref, juste après ça, je dirais qu'il y a plus grand chose à dire. Il a été promu de Jonin assez rapidement. Je dirais que la période entre Chunin et Jonin était encore plus petite que entre Genin et Chunin. Ça s'est vraiment accéléré à partir de là. Et à partir de là, peut-être un petit mot qu'on pourrait glisser pour expliquer comme quoi, effectivement, Hunpoo a été vraiment celui qui a été vu pour devenir Godem Hokage à la base. On va dire l'accession au pouvoir de Hayashi Daiki a été un peu une grosse claque pour pas mal de personnes. Mais voilà, c'était peut-être pour glisser un petit mot sur ça. Non, c'est juste Daiki. Du point de vue INRP, si tu veux, c'était un peu un retour à équilibre d'une certaine façon, parce que quand Sugato était au pouvoir, c'était, si tu veux, Sugato c'était un Nukenin et qui a un peu foutu la merde quand il est arrivé au pouvoir, parce qu'il a dissous le conseil aux grandes dames de toutes les autres personnes, enfin de tous les personnages qui étaient dans les hautes sphères du conseil, dans les clans, etc., les chefs de clan. Et le fait de remettre un Gus qui au pouvoir, qui fait partie d'une des grandes familles fondatrices du village, ça permettait un petit peu de calmer ceux qui étaient vraiment en froid avec Sugato à l'époque. Donc c'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer. Pourtant, il me semble bien que le règne de Hayashi Daiki n'a pas été si bien vu que ça à la base. Hein. Mais bon, je propose de plus revenir sur Hunch. Je ferai un épisode sur Daiki très prochainement. Mais là, je pense plutôt consacrer du temps plutôt pour Hun. À partir de là, nous pourrions peut-être parler de la guerre contre l'Antei, mais on va dire plus ou moins c'est du vieux, du revu. Je vous invite tous à écouter les précédents épisodes, peut-être pour voir comment ça s'est passé. Enfin non, la guerre contre Maka. Ah oui, plutôt, oui. Non, l'Antei c'est un autre délire. Voilà. Ouais, on est d'accord. Voilà, j'en ai vraiment beaucoup parlé. Je pense pas que je pourrais vous apprendre grand chose de plus, y compris avec le témoignage de Hunpoo. Je propose par contre de parler d'un autre détail que personne. Juste un tout petit mot sur cette guerre. On dit souvent que Hunpoo a été celui qui a écrasé. Il a fait partie de ceux qui ont écrasé Maka. Faut quand même dire qu'il avait un rôle de soutien dans l'histoire. Il était avec Kyoru, qui était un maître en futon, en gros, donc l'élément vapeur, et puis avec Kenji, qui était pas mal dans son genre aussi. Donc, il me semble d'ailleurs que c'est Kenji qui a porté le coup de grâce à Maka. Non, en fait c'est Yoru, enfin c'est lui qui l'a scellé, mais Kenji Kenji à ce moment-là, en fait. La trahison. Ça casse une de mes convictions les plus ancrées. Non, Kenji à ce moment-là, il était un peu, c'était un peu particulier pour lui, parce que tu sais, il avait un Furyu à l'intérieur de lui qui demandait qu'à sortir aussitôt que celui de Maka serait terminé, quoi. Donc du coup, c'était une situation un peu spéciale pour lui, mais je crois que pendant le combat, il arrivait à bien se maîtriser. Mais ce qui est sûr, c'est que Hunpoo avait vraiment juste un rôle de soutien, quoi. Je sais pas s'il a passé son temps à esquiver les attaques de Maka et à juste faire juste faire de l'ascenso, quoi. Plus ou moins, on peut quand même dire qu'il a été utile à sa façon. Hein. Ça, je remets vraiment pas en doute le fait que Hunpoo ait eu son utilité, parce que dire qu'il en a pas eu, ça serait un peu, on va dire, peut-être un peu gros pour ton personnage. Je trouve que ça serait vraiment sévère de dire qu'il n'a pas eu son importance, parce qu'il a eu son importance. Ouais.
Mais effectivement, voilà, comme j'ai expliqué, j'en ai parlé déjà beaucoup. Alors je vous invite encore une fois à tous regarder mes derniers épisodes, hein, mes épisodes spéciaux notamment, où est-ce que j'en parle et beaucoup. Donc je pense plutôt parler d'un détail que pas beaucoup de personnes, y compris moi, connaissaient. Je vais vous avouer honnêtement, juste avant l'enregistrement, je ne le savais pas. Mais que, en effet, Hunpu, après cette guerre contre Maka, s'est vu refiler un petit cadeau par une Ukeni nommée Amaterasu, que beaucoup de personnes connaissent au moins de nom, qui était en effet un petit enfant. Donc si tu pouvais nous parler un petit peu de toute cette histoire. Ouais, alors en gros, donc je me souviens plus des détails, mais Amaterasu a récupéré ce môme là dans le pays de l'herbe, je crois, et il y avait deux Konohejin avec elle à ce moment-là. Donc du coup, elle leur a refilé, elle leur a dit donnez-le à Hunpu, il sera entre de bonnes mains. Et donc ils l'ont fait, ils l'ont refilé à mon personnage, et mon personnage. Voilà, il était pas sur le moment, il était un peu vénère qu'on lui câble ce fardeau autour du cou parce que c'était pas prévu. Et puis comme il est dans le fond, il est un peu sympa et il était un peu attendri devant le gosse qui s'appelle Ninigi. Donc c'est en référence à la mythologie japonaise parce qu'Amaterasu, il y a un gros délire entre les noms du personnage et des PNJ d'Amaterasu et la mythologie japonaise. Donc du coup, il s'est fait, enfin voilà, il a été un peu pris de court et il a décidé de s'en occuper. Enfin, il pouvait pas s'en occuper tout seul parce il commençait à vraiment avoir des responsabilités à ce moment-là. Il était déjà Jonin, c'était après Maka, donc c'était à l'ère de Daiki, etc. Et donc du coup, il s'est fait aider d'une bonne connaissance à lui, qui est aussi un des PNJ, qui s'appelle Maika, et qui accessoirement est son ex. Et ça, pas beaucoup de gens le savent. Voilà, à pas confondre avec Gyokumaka, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas tout à fait le même délire. Voilà, ça n'a rien à voir. Le nom du personnage est Haruno Meika. Ouais, voilà. Voilà. Et donc voilà, c'est-à-dire que depuis, quand il s'est retrouvé avec ce gosse entre les bras, le gosse en question devait avoir, je sais plus, 3-4 mois, un truc comme ça. Et donc depuis le temps a passé, maintenant il a à peu près 3-4 piges. Donc il commence à parler, etc. Et donc c'est important de le préciser parce que là je suis en train de faire un RP solo. En gros, ça sera le dernier gros RP en tant que Hokage pour vraiment marquer le passage de flambeau. Donc Nico va pas vraiment intervenir dedans. Ce sera plus un RP solo, mais il y aura pas mal de choses qui vont tourner autour de ce gosse là, si ça vous intéresse. D'ailleurs, je pense qu'à la fin de cet épisode, là, parce que nous touchons plus ou moins à la fin du règne très long de Hokage de On, je pense qu'on prendra un petit peu de temps. Que même si cet épisode risque d'être un peu plus long pour parler vraiment de ton ressenti global dans cette très longue période d'Hokage, je pense que c'est important. Oui. Donc voilà, ensuite nous allons enchaîner par quelque chose d'assez mythique, d'assez célèbre. J'en ai parlé dans l'épisode de Meteora, mais je pense qu'on n'aura jamais suffisamment fini d'en parler. De cette fameuse track que On s'est lancé contre Meteora. Ouais, alors. En personne, ouais. Peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce que ton personnage était à ce point, on va dire, en colère contre Meteora? Parce que je suppose qu'il devait quand même y avoir une raison pour laquelle il s'acharnait à ce point-là. Ton personnage a failli laisser la vie et... Bah c'est... Ouais, c'est... Alors la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était dans des conditions assez spéciales. Donc c'était pendant un examen de Chunin qui a eu lieu à Suna. Donc avant la chute de Maka. Donc Hunpu était en visite plus ou moins diplomatique. Il accompagnait Suguhato à l'époque. Et donc à l'époque, le Kazekage en place était Kenji. Et donc il y a eu une espèce de réunion diplomatique pendant l'examen de Chunin. Et donc, pour rappeler le contexte, Konoha venait de se rendre. Il y a eu une guerre entre Suna et Konoha juste avant. Et Konoha venait plus ou moins de se rendre et il y a eu le changement de Kage. Donc c'était Sugato qui était en poste depuis pas très longtemps. Et donc voilà, les relations entre Konoha et Suna étaient assez tendues à ce moment-là. Et ce qui s'est passé pendant l'examen, c'est que Hunpu a eu une espèce de mal de tête. À cause de la présence du Furyu dans le personnage de Kenji. Et
sous prétexte qu'il était un bon censeur, blablabla. Donc voilà, ça c'était un peu gratuit comme détail. Et résultat, il a senti qu'il y avait quelque chose de pas clair dans Kenji. Et ça s'est confirmé au moment de la chute de Maka, donc quand ils sont battus avec Yoru contre elle. Au moment où Maka a été scellé, le Furyu de Kenji s'est réveillé. Et du coup, Onpu s'en est voulu de pas avoir senti ça à l'avance. Il s'est dit ouais, je parais que je suis un censeur, mais en vrai je sais rien sentir, blablabla. Enfin bref, c'est un peu sa nature aussi. La complète remise en question en fait, je pense qu'on pourrait dire. Ouais, donc voilà. Et à partir de ce moment-là, il s'est plus ou moins juré à lui-même de tout faire en sorte pour barrer la route à Meteora, parce que du coup sur le moment c'était vraiment devenu Meteora, donc plus Kenji ni juste son Furyu, mais les deux ont vraiment fusionné à ce moment-là, donc c'est devenu plus ou moins une priorité pour lui. Donc ce qui s'est passé après, c'est qu'il s'est vu proposer le soutien d'un Kirijin à l'époque qui s'appelait Yuki Setsuna, donc qui était un épéiste, et qui lui a proposé de le traquer. Donc ils ont essayé, ça s'est mal passé. Quelqu'un qui est très très connu hein, parmi les Nukenin, même de nos jours. Ouais, oui, il est encore bien actif. Donc voilà, à l'époque ça s'est mal terminé. Meteora a fini par s'enfuir, et donc on était encore super mal à l'aise. Et d'ailleurs, peu après ça, il y a eu une attaque sur Konoha, donc qui est resté dans les esprits comme l'embrasement vert. Donc il y avait Meteora qui était là, il me semble il y avait eu un léger coup de main de l'homme masqué. Hein. Oui, apparemment il y avait une coopération. Enfin bref, c'est à cette occasion-là que Hayashi Dai s'est fait capturer et qu'on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et donc juste après cette attaque, à laquelle Onpu n'a pas pu, Onpu n'a pas vraiment pu participer à la défense de Konoha pendant cette attaque parce qu'il était il était pas, enfin bref, en pratique il a juste pas participé à l'épisode. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il a décidé de traquer Meteora pour de bon. Donc il s'est donné les moyens de le retrouver. Ils se sont retrouvés aux ruines du temple parce que le temple était toujours en ruine à l'époque. Il y a eu un énorme combat. Donc en ce qui me concerne, c'est la meilleure expérience RP que j'ai pu vivre sur ce forum. C'était un combat vraiment sympa à vivre parce qu'il y avait du fair play des deux côtés. Et puis bon, à la fin, ce qui s'est passé, c'est que Onpu était vraiment mal en point. Et il s'en est sorti par une pirouette, c'est-à-dire qu'il savait que, en gros, Meteora voulait son visage pour l'ajouter à sa collection. Et donc, pour s'en sortir, il s'est scarifié le visage pour qu'il soit plus bon à prendre. Et du coup, ça a déstabilisé Meteora et c'était l'ouverture qui a permis à Onpu de prendre le dessus sur lui, notamment grâce à une de ses plus grosses, enfin sa plus grosse invocation, qui est une chauve-souris géante qui s'appelle Ron, comme le musicien Ron pour ceux qui connaissent. Bref, on s'en fout. Ron. D'ailleurs, dans pas très longtemps, je vous annonce que je vais enfin faire casser le mythe de qui est Ron. Un autre Ron. Ouais, bon, bref, d'accord. Ouais, cette fameuse question. Non mais du coup c'est Ron qu'on revoit souvent, oui. On va bientôt casser le mythe. C'est une promesse que je vous fais. Bref, enfin voilà, du coup, après ça, Onpu ramène tant bien que mal Meteora chez lui, il l'emprisonne, il lui scelle le chakra, etc., de façon à ce qu'il soit plus une menace pendant quelques temps. Et après ça, il y a une relation assez ambiguë entre les deux personnages, dans le sens où, Meteora arrive presque à faire culpabiliser On de l'avoir capturé. Comme On est vraiment influençable, voilà quoi, ça le secoue. Il a l'impression que le rôle de Meteora est pas encore complètement terminé et voilà. Finalement, ce qui se passera, c'est que Meteora sera relâché pendant son absence. Une très très longue emprisonnement. Un très long emprisonnement. Ouais. Il durera facilement une bonne année tranquille. INRP, ouais, ça se trouve, ouais. Et puis. Et à la suite de cette track, finalement, alors l'avènement, hein, chose que n'aurait pas pu penser à la base Onpu qui ne voulait pas de ce titre-là, mais il finit par devenir Rokuden Hokage. Ouais, je voilà. Parler plus ou moins de ce moment assez important, assez symbolique. Bah du coup, comme je disais à la base, il avait pas du tout prévu de se retrouver là.
Donc il avait plus ou moins été victime de son exploit entre guillemets, même s'il s'en est sorti par une pirouette. Donc depuis le début de son mandat, en fait, il a le visage complètement scarifié, c'est-à-dire qu'en pratique, il est immonde. Avant, il avait un visage enfantin, etc. Depuis là, il a un visage de pas de lépreux, mais enfin voilà quoi, c'est moche. Il est pas beau à regarder. Sachez-le. Onpu est moche, voilà. Et puis donc à partir de là, le premier truc qu'il a fait, c'est reconstruire le temple, parce que ça l'avait traumatisé, blablabla. Donc il a fait une espèce de grand chantier participatif auquel tous les Kunoichi ont été amenés à participer. Donc c'est un event qui a assez bien marché, qui a un peu fédéré tout le monde. Donc sur le moment, c'était assez cool. Son mandat a aussi commencé avec une alliance avec Kumo. Donc il a rencontré la régente de l'époque, donc c'était Monjara Utenba. Donc ils sont entendus pour mettre fin à une menace de l'époque qui pesait sur le pays de Kumo, sur le village de Kumo. Donc c'était une organisation Nukenin qui s'appelait le Ganei Ryodan. Et donc voilà, ça a été une opération commune entre Konajin et Komojin pour mettre fin à cette organisation, au moins en surface. Donc on sait pas vraiment ce que les chefs de l'orga sont devenus. Mais en tout cas, a priori, ils ont plus refait parler d'eux depuis. Sinon, pour le reste du mandat, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu la guerre pour l'indépendance, donc le combat contre Tenzo. Là, le retournement de situation quand Kentaro Hatan est venu négocier avec Yonpu pour libérer Tenzo, sauf que finalement Tenzo lui a confié tous ses pouvoirs, donc il avait plus de valeur en tant qu'otage. Et à ce moment-là, Yonpu était bien dans la merde. Donc finalement, la guerre s'est bien terminée parce que les soldats ont réussi à vraiment repousser donc les forces Kirijin et Tsunajin à l'époque. Donc ouais, qui a quand même été un sacré tournant dans l'histoire de Kiri, parce qu'effectivement, enfin, je me souviens que pour moi, la mort de Tenzo, ça a quand même été un sacré choc. Hein. Peut-être moi plus que pour certains autres, parce que j'avais quand même un lien assez étroit avec Tenzo, mais je me souviens que ça a été quand même une sacrée baffe pour tous les Kirijin. Ils n'avaient pas tellement l'habitude de ressentir le goût amer de la défaite dans une guerre, mais là, ça a été puissant. Donc après ça, en fait, le mandat d'Onpu, c'était une longue succession d'entretiens diplomatiques, de rencontres, et donc systématiquement, ça se finissait dans son bureau avec du thé, parce que Onpu aime le thé et il aime en faire profiter les autres. Donc voilà, sachez-le. Et puis, entre-temps, il y a eu quelques petits épisodes avec Meteora aussi en interne. Donc, il a fini par faire sortir de prison Meteora tout en gardant son saut de chakra actif. Donc il était en liberté dans le village, donc c'est pour dire si Onpu était inconscient de ce point de vue-là, il a plus ou moins été manipulé par lui. Et puis la fin de son mandat, alors ça s'est terminé, son mandat c'est pas terminé à ce moment-là, mais disons qu'il est parti pendant assez longtemps, juste après l'avènement de la seconde génération de Furyu. Donc il a participé aux grandes batailles dans le pays de la Terre. Il s'est battu contre un des Furyu à l'époque qui s'appelait Rage, et donc il avait amené Meteora avec lui pour se battre à ses côtés. Sauf qu'à l'issue de ce combat, bref, Rage était surpuissant et ça s'est mal passé. Je pense que tout le monde plus ou moins s'est pris une belle tout le monde s'est bien. Non, il y a que Sonoshi à l'époque qui a vraiment brillé, qui s'est sacrifié du coup, mais qui a défoncé Pense, je crois, ou un truc comme ça. Donc ça, je respecte. C'était assez beau. Pour moi, on va dire l'alliance On et Meteora, je me suis dit c'est pas possible qu'ils aient perdu, c'est impossible. Je veux dire, c'est un truc de ouf. Ouais, et pourtant, l'impossible est devenu possible. Ouais, c'était assez. Donc du coup, à la suite de ça, Onpu a décidé de partir un peu en explorateur. Donc il a laissé derrière lui un trio d'intendants. Donc Naranatsuki, Aishira Ito et au début c'était Aorin, mais après c'est devenu Sabaki Seito, que beaucoup de gens connaissent aussi. Bon, bref. Une histoire qui a plus ou moins mal tourné. Hein. Personnage qui a vraiment mal tourné. Ouais, qui a plus ou moins remué aussi. Ouais, c'était. Je vais en parler juste après. Résultat, pendant cette expédition pendant laquelle il y avait l'intendance, Onpu a eu le malheur de tomber sur l'un des Furyu qui s'appelait Obli et qui en gros lui a fait subir une grosse amnésie. Donc on connaît
pas les détails de cette rencontre-là, mais en gros, Onpu est rentré au village complètement faible, en fait. Il était vraiment faible. Donc, en pratique, c'était juste un prétexte pour refaire Night, parce que le système de combat avait changé entre-temps. Mais du coup, oui. Je me souviens que j'avais regardé sur ta liste des spécialités, je voyais qu'il n'y avait plus rien, je me suis dit qu'est-ce que c'est? Ouais, non, voilà, à la base, c'est ça. Quand il est revenu au village, tout ce qu'il savait faire, c'était les techniques de Sanso. Donc après, il a retrouvé une progression normale, etc. Mais voilà. Donc en revenant au village, il s'est rendu compte que les choses n'étaient pas tout à fait... Enfin non, du coup il s'est pas rendu compte parce qu'il se souvenait plus exactement de comment il avait laissé le village. Mais à ce moment-là, en fait, c'était sa pote là, donc Maïka, qui lui a un petit peu tout expliqué, enfin qui lui a fait un briefing de comment c'était avant. Et bref, il a vu en revenant au village que la politique avait complètement changé et que, en gros, tant qu'il était au pouvoir, c'était un peu, village ouvert au Nuke, etc. Et puis là, il arrive en plein milieu d'une rencontre diplomatique entre Kumo et Konoha qui se passe, mais comme de la merde. Et du coup, il est un peu affolé. Et donc d'ailleurs, ça se finit que Seito fait une espèce de coup dans le dos. Donc normalement, selon lui, c'était pour servir Konoha, etc. Donc pour le protéger contre la menace de Kumo. Donc il fait assassiner des civils. On s'est rendu compte bien plus tard que en réalité, en fait, Seito a simplement pété un câble qui est devenu fou. Ouais, voilà, il a pété un câble. Ça, à ce moment-là, Onpu décide de le faire juger pour. Enfin, il est partagé en fait parce qu'il a envie de le mettre en prison, de faire en sorte qu'on n'entende plus parler de lui. Mais en même temps, il peut pas s'empêcher de se dire qu'il a plus ou moins mené la barque pendant son absence. Donc du coup, il demande au Konohajin plus ou moins, il fait une espèce de référendum en fait pour savoir, pour leur demander ce qu'ils veulent faire de Seito, en leur révélant toute la vérité. Et à ce moment-là, Seito se barre en fait. Donc voilà. Et avec une désertion massive de voilà, donc il emmène une partie du clan Io avec lui. Et donc les quartiers Io seront plus tard remplis par les membres du clan Geikei qui s'installe à Konoha. Donc depuis ça, Onpu est plus trop actif en fait. Il est plus trop investi dans le paysage politique. Il essaie juste de faire en sorte de pas trop, en gros, il s'est juste entraîné de façon à être un Kage valide finalement, parce que un Kage qui sait pas se battre, c'est pas vraiment un Kage. Et puis voilà. Puis là, je pense qu'à partir de là, le seul fait notable important qu'on pourra noter, c'est la fin d'un règne, qui signe plus ou moins la fin d'une époque, vraiment pour tout le monde. Moi qui suis là depuis 1 an et demi, plus d'1 an et demi, pour certains c'est rien, par exemple pour toi, pour d'autres ça fait une sacrée date. J'ai toujours connu Onpu Hokage. Pour le moment, à l'heure de l'enregistrement de cet enregistrement, Onpu est encore Hokage, mais tout le monde a appris que c'est bientôt fini. Ouais. Hélas. Non mais faut juste faut savoir s'arrêter quoi. Peut-être un petit mot pour nous, plus ou moins, toi, la synthèse vraiment de ce que tu as retenu en tant qu'Hokage. L'épisode sera légèrement plus long, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important à parler. Du point de... Donc voilà. Point de vue RP, tu veux dire de ton point de vue RP, peut-être de ton point de vue personnel, ce que tu en as pensé. Vraiment, fais-nous n'aie pas peur de prendre 5-6 minutes pour nous parler correctement. Oula, non, ça sera pas aussi long. Ce que j'en ai pensé, c'était cool, moi j'ai bien aimé, c'était sympa, mais disons que ça allait un petit peu en contradiction avec le caractère de mon personnage qui de base est pas du tout fait pour la politique, et ça s'est senti à travers son mandat. Le truc c'est que il y a eu une tentative, à un moment il y a eu une tentative de l'organisation des events intra, etc. En pratique, Onpu était pas forcément investi, et moi non plus d'ailleurs. J'ai plutôt délégué, en pratique c'est plutôt c'est plutôt le joueur de Miko qui s'est occupé de la logistique. Donc je pense que en laissant le village entre ses mains, voilà quoi, Konoha a de beaux jours devant lui. Et donc sinon, point de vue HRP, c'était cool, mais disons que voilà, à partir du moment où ton personnage a des responsabilités, t'as plus trop de
tu perds en marge de manœuvre et du coup c'est peut-être un peu moins excitant en termes de RP. T'es obligé de faire juste des RP diplomatiques, des choses comme ça. Donc c'est sympa, mais du coup on perd un petit peu la magie du RP au début quand on crée son personnage, etc. Donc, mais ça c'est un syndrome assez commun. Enfin, c'est pour ça qu'il y a eu autant de Kage en si peu de temps finalement. Donc finalement mon mandat a duré assez longtemps et je dirais que c'est surtout parce que j'avais un peu la flemme de trouver quelqu'un d'autre, etc. Donc, et puis voilà quoi, c'était quand même un bon moment, hein. J'ai fait des bon, sur la fin là je me rends compte que voilà, quand j'ai un peu perdu le rythme, le village continue à avancer en fait et le Tchad est toujours en ébullition et moi j'ai eu un peu du mal à suivre, donc je me suis dit que il y avait un enfin c'est pas moi qui me le suis dit en premier d'ailleurs, je crois que avec le staff on en a un peu tous convenu en même temps, c'est tombé comme une évidence. Donc du coup voilà, faut savoir s'arrêter, faut juste savoir s'arrêter. Un dernier petit mot pour dire pour ceux qui n'étaient pas au courant quand même, Onpu a été nommé à la majorité absolue, et quand je dis la majorité absolue c'est une majorité écrasante, comme le Kage le plus populaire qui existait. Vraiment sur un sondage qu'il y avait eu, c'était énorme, j'étais sur le cul, je me suis rendu compte mais c'est pas possible. Il me semble que c'était plus de 50% du forum, entre tous les Kage qui aient eu, c'était On le plus populaire. Donc voilà, je connais pas trop le secret de cette popularité. Ah bah moi non plus. Hein. Mais je pense que c'est sur cette note que nous allons terminer cette émission. Un grand merci à Onpu d'avoir accepté de participer. Il avait des problèmes de carte son, donc vraiment un grand merci pour un effort qu'il a produit, car il n'était pas obligé, vraiment je le remercie, peut-être même encore plus que ceux qui ont accepté de participer avant, car lui il avait vraiment des problèmes techniques. Voilà, un dernier merci à On, c'était J7 Demon. N'hésitez surtout pas à regarder l'épisode précédent parce que je pense que ça pourrait être très instructif pour les personnes plus ou moins intéressées par le background. Je vous invite également à regarder encore une fois l'épisode numéro 5 de formule normale pour si l'un d'entre vous souhaite un jour participer à un enregistrement afin de parler d'un personnage qui vous tient à cœur. N'hésitez surtout pas à laisser vos suggestions ainsi que vos réactions sur cet épisode. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode formule standard. Dans la catégorie à propos de, saviez-vous que On s'est fait lécher les doigts par Sugwato. Donc voilà. Non. Donc en pratique, c'est ce qui s'est passé, c'est que à un moment Sugwato et Onpu avaient une conversation à la suite d'une mission un peu mouvementée et Onpu lui faisait une grosse métaphore sur la corne qu'il avait sur ses doigts à force de jouer sur des instruments. Et à ce moment-là, Sugwato lui attrape la main et lui lèche les doigts. Voilà. C'était l'instant Sogebai. Sogebai Sugwato, voilà. C'était la petite atteinte à la pudeur de Shiajin Sugwato. Alors aussi une petite dédicace pour Miko, sans qui cet épisode ne serait jamais sorti, hein, parce que c'est quand même lui qui est venu me rechercher pour me demander de le faire avec l'appui d'autres personnes. Peut-être aussi un petit mot de Onpu, hein, enfin, un petit mot pour celui qui va te succéder très prochainement. Ouais, un petit mot, bonne chance, espèce de vieille, voilà. C'est tout. Oh, une vieille, t'inquiète pas Miko, fais toujours aussi vieille mais toujours aussi sexy. À très bientôt pour un prochain épisode.